comme je disais, je me spécialise plutôt dans les arts autochtones, mais par les arts autochtones plus anciens, on passe par l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, les stéréotypes m'intéressent beaucoup, donc avec la représentation d'Autochtones dans ce tableau-là, ça a piqué beaucoup mon intérêt. Et que je l'ai vu la première fois aussi dans le cours de Pierre-Olivier. Donc, ça fait un beau retour. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui une autre interprétation qui se différente du, disons, consensus, là, même si on sait qu'il n'y a pas rien de complètement fixe. Donc, je vais essayer d'aller rapidement parce que je veux vous montrer beaucoup de choses. Je vous propose donc une interprétation différente du consensus actuel, donc que ce serait une allégorie de la colonisation de la Nouvelle-France, que ce serait fait en France pour un public original français, ou peut-être même breton plus spécifiquement. Que l'œuvre aurait été faite entre 1625 et 1655, mais plus près de 1625 que le contraire. Que le commanditaire serait de la noblesse bretonne, la famille de Bruck, qui est d'ailleurs encore très vivante en Bretagne, de la région de Nantes d'ailleurs, avec aussi des sources iconographiques qui sont possibles antérieures à 1626, parce que la ressemblance avec la gravure de Grégoire Huret est vraiment tout de même frappante, mais il y a possibilité d'avoir des sources communes antérieures à ça. Ce qui a été le départ de ma recherche, c'est par l'article de 1983 de Lacroix et Gagnon, qui amène, selon moi, plusieurs pistes intéressantes, mais n'a pas répondu à quelques questions que moi, je me suis posées. Donc, qui était « Pourquoi un vaisseau de la marine marchande pour un commanditaire autochtone? Pourquoi avoir le blason d'une famille de noblesse bretonne en évidence pour un tableau commandé par les Wendat de Québec? Comment les Wendat, qui ne sont que 80 à Québec en 1666, ont-ils pu se payer un tableau de cette envergure qui est environ 2 mètres par 2 mètres? » Donc, je vous ramène un petit peu un contexte, parce qu'on a moins parlé d'un contexte plus ancien. Donc, en France, en 1626, Richelieu veut créer une marine française puissante en imitant les Hollandais et les Anglais. Les colonies anglaises et hollandaises en Amérique sont beaucoup plus avancées que la colonie française, ou les colonies françaises. Richelieu élimine les amirautés pour se placer comme grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France. Seulement ça. Richelieu achète donc le poste de vice-roi de la Nouvelle-France à Henri II de Montmorency, qui sera exécuté quelques années plus tard d'ailleurs. C'est un contexte aussi de conflit entre les catholiques et les huguenots en France, mais aussi dans les colonies et particulièrement dans la marine. Et c'est aussi en 1627 le siège de La Rochelle, qui en fait, Richelieu mate la révolte des Huguenots. En Nouvelle-France, en 1626, la Nouvelle-France comprend Québec, Cap-Tourmente, Tadoussac, Trois-Rivières, Gaspé et l'Acadie. Il n'y a que très peu de Français. Par exemple, à Québec, qu'on compte ceux qui hivernent à Québec, il y a 20 personnes. C'est une colonie comptoir à cette époque, donc ce sont des comptoirs de traite. Il n'y a pas vraiment d'autres activités. Il n'y a pas encore de vraie agriculture. Il n'y a même pas de charrue, peut-être une charrette, mais pas de charrue sur place. Et il n'y a pas non plus de moulin. Les Français sont complètement dépendants des navires pour leurs besoins et les navires peuvent parfois n'arriver qu'une seule fois par année et ne peuvent évidemment pas se rendre en hiver. Les Inuits, qui sont appelés à l'époque les montagnais, sont le groupe autochtone le plus proéminent et puissant dans la région de Québec, j'entends. La colonie dépend de cette alliance pour survivre, car quand il manque de vivre, ce sont les Autochtones qui les aident en leur apportant de la nourriture.
Il contrôle aussi l'accès à l'intérieur des terres et l'entrée par le Saguenay. Donc, il ne laisse pas les Français naviguer dans le Saguenay pour se rendre jusqu'au lac Saint-Jean. Il y a régulièrement des famines encore. Et c'est 15 ans avant les grandes épidémies des années 40. Champlain est encore responsable de la colonie et sur place. Quelques missionnaires et collègues des Jésuites sont présents sur le territoire. Juste pour dire, les Jésuites arrivent en 1625. Ils sont 2. Les conflits armés ponctuels avec les Haudenosaunee, donc les Iroquois, ce n'est pas encore les moments de la Grande Guerre, mais il y a des conflits qu'on pourrait dire, certains ont dit escarmouches, mais qui causent des problèmes dans la colonie et aux alliés autochtones. Les Wendat, à cette époque, ne sont pas à Québec. Ils sont toujours sur leur territoire en Huronie, qui est aujourd'hui la baie Georgienne en Ontario. Mon point de départ de la recherche, c'est le navire en tant que tel. Donc, ce sont les indices particulièrement héraldiques et vexillologiques, c'est-à-dire l'étude des drapeaux, qui m'ont porté à me poser des questions. Donc, tel que mentionné par Gagnon et Lacroix dans leur article, c'est un vaisseau de la marine marchande française. Les compagnies de navigation sont chargées de la colonie et du commerce et du transport des missionnaires. Avant 1626, plusieurs des hommes des compagnies marchandes sont huguenots. D'ailleurs, en 1626, Guillaume de Caen perd l'exclusivité de la traite et de la colonisation de la Nouvelle-France. La marine française, au début du 17e siècle, est dominée aussi par les Huguenots, ce qui ne plaît pas évidemment à Richelieu. Le navire porte aussi le blason de la famille de Bruck, branche de Montplaisir. Le pavillon de la marine marchande française, avant et après 1661. Les pavillons sur les mâts, les grands mâts, identifient le navire comme un navire marchand français. Avant 1661, les navires privés peuvent choisir les pavillons qu'ils désirent montrer. C'est pas encore, avant 1761, il y a une variété de pavillons qui peuvent être utilisés au goût du capitaine ou du propriétaire du navire. Mais le pavillon d'azur à la croix d'argent, c'est-à-dire azur veut dire le bleu en héraldique et argent le blanc, n'est plus en utilisation à partir de 1661. Louis XIV y fait ajouter un écusson fleur-de-lysée, comme vous pouvez voir en haut sur la petite illustration. Et il change encore après 1689, où ils ajoutent des armes royales et une croix d'argent plus large pour plaire aux marchands qui veulent s'associer aux navires de guerre qui portent des pavillons blancs, parce que c'est plus... ça paraît mieux porter le pavillon blanc, ils essaient de porter le navire. Donc, ça porte confusion sur un navire marchand, navire de guerre. Et Louis XIV n'aime pas ça. Donc, vous pouvez voir ici en bas, c'est un détail de la carte de Champlain où on voit le drapeau d'avant 1661 sur le navire. Ici, c'est une œuvre hollandaise de 1635, mais qui montre un vaisseau commandé par Louis XIII en 1626 pour la marine française, parce que la plupart des vaisseaux étaient construits en Hollande à cette époque. Les navires français sont pour la plupart fabriqués en Hollande, comme je disais, mais la France n'a essentiellement pas de marine à cette époque. Donc, lors de conflits, la couronne doit réquisitionner des navires marchands et les utiliser pour faire la guerre. Richelieu veut faire de la France une puissance maritime et c'est dans les années 1620 qu'il commence à s'y employer. Le blason de la famille de Bruck de Montplaisir, on peut voir la comparaison sortie du Grand Armorial d'Hozier de 1701. C'est plus particulièrement la branche de Montplaisir parce que c'est une rose de gueule à 6 pétales et non 5 pétales. Le reste de la famille de Bruck porte la rose de gueule à 5 pétales. Et contrairement à l'article de 1983, la rose est boutonnée d'or et non du champ.
mais c'est comprenable parce que les auteurs ne pouvaient pas voir l'œuvre d'aussi proche et évidemment, c'était avant la Restauration. Donc, la famille de Bruck est une famille noble de Bretagne et la branche de Montplaisir était spécialement située dans la région de Nantes. Donc, les commanditaires que je propose, les frères Guillaume et Jean de Bruck, qui sont deux hauts placés près de la couronne et sont des agents loyaux à Richelieu en Bretagne. Guillaume de Bruck est un des associés principaux de la Compagnie du Morbihan, créée en 1626. Jean de Bruck, son frère, est très puissant et bien placé. Il était avocat au Conseil du roi et participe sans aucun doute aux négociations pour la création de la Compagnie du Morbihan. Il était aussi syndic aux États de Bretagne. Donc, vous pouvez voir ici un scan où on peut voir le nom de Guillaume de Bruck dans le texte de la Compagnie. La création de la Compagnie du Morbihan est un des milliers de morceaux du puzzle de la grande maîtrise de Richelieu. La Compagnie est créée par la proposition de Guillaume de Bruck, et c'est spécifié dans le texte, et son collègue Jean-Baptiste Duval. C'est une des nombreuses compagnies qui seront créées dans les mois qui suivirent et Richelieu sera un associé de toutes ces compagnies. Donc, certains droits et responsabilités de la Compagnie royale du Morbihan. En lisant les avantages apportés par la Compagnie du Morbihan, il est facile de s'imaginer qu'un associé puisse vouloir commémorer sa participation à ce projet. Vous pouvez voir ici certains droits et responsabilités des associés. Donc, en ce qui nous concerne, la colonisation, conquête et commerce en Nouvelle-France. La colonisation comprend automatiquement la conversion des Autochtones pour en faire des sujets français. Les associés doivent être catholiques dans cette compagnie, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies d'ailleurs. Le contrôle commercial et judiciaire du Morbihan, tant dans la ville que sur la mer, la construction de navires et production d'armements. Ils reçoivent le château de Soussigno, pardon pour la prononciation, qui est à l'époque une ruine totale, mais qui est très joli aujourd'hui. Et ils doivent faire la défense maritime contre les Espagnols, les Anglais, les Huguenots et autres corsaires et pirates qui attaquent souvent les côtes. Donc, j'ai un extrait ici tiré de Marcel Trudel qui reprend un extrait de la Compagnie du Morbihan. La Compagnie possédera en toute seigneurie les terres de la Nouvelle-France, tant le continent qu'île. Enfin, pour peupler la Nouvelle-France, le roi permet à la Compagnie des Sans-Associés de Morbihan d'emmener les immigrants volontaires, comme aussi de recruter par réquisition tout mendiant, valide, vagabond de tout sexe et âge. Donc, la Compagnie du Morbihan, pourquoi on n'en entend plus vraiment parler aujourd'hui, c'est qu'elle est probablement existée seulement sur papier. Ce sera la Compagnie de la Nouvelle-France créée un an après, qui prendra le relais du commerce en Nouvelle-France. Champlain en sera d'ailleurs un associé. Donc, la Compagnie du Morbihan, la section concernant la Nouvelle-France est à peu près la seule partie qui n'est pas contestée par le Parlement de Bretagne. Je n'ai trouvé aucune trace du Bruck ou de mention de la Compagnie du Morbihan dans les textes contemporains des gens qui étaient en Nouvelle-France à cette époque. Donc, la Compagnie de la Nouvelle-France, qui est aussi connue sous le nom de la Compagnie des Sans-Associés, prendra le relais de la colonisation, du commerce et du transport des missionnaires en Nouvelle-France à partir de 1627. Quoique leur premier chargement est saisi par les Anglais en 1628 et la prise de la Nouvelle-France par les frères Kirk empêchera la compagnie de prospérer pour plusieurs années. Donc, pourquoi la commande de ce tableau si la compagnie n'a jamais existé? Guillaume de Bruck est celui qui a fait la demande de créer la Compagnie du Morbihan. C'est un projet personnel qui a une immense envergure, comme vous pouvez vous douter, surtout dans la région du Morbihan. La création de cette compagnie donne des pouvoirs impressionnants à ses associés dans la région. L'aspect colonisation et conversion est le seul qui ne dérange pas, ou en tout cas qui n'est pas mentionné dans les plaintes du Parlement de Bretagne. La conversion à la foi catholique donne un vernis d'acceptabilité morale à une entreprise essentiellement commerciale et militaire.
La famille de Bruck semble très pieuse d'ailleurs. Plusieurs des enfants de Guillaume et Jean, qui en ont eu de nombreux, sont des religieux et religieuses qui ont atteint quand même des postes assez élevés. Donc, si le tableau a été peint en 1626, il ne peut pas avoir été peint en Nouvelle-France parce qu'il n'y avait pratiquement personne. Les Wendat ne peuvent pas avoir été les commanditaires parce qu'ils n'étaient pas à Québec. Il n'y avait que 2 jésuites arrivés en 1625. Il était probablement destiné à une église ou une chapelle dans la région de Nantes, la famille de Bruck étant puissante dans la région. Guillaume ou Jean de Bruck avaient amplement les moyens de faire cette commande. Des sources, je vais vous donner des exemples de sources iconographiques possibles. J'en ai juste mis quelques-unes, c'est pour des exemples. Ça ne veut pas dire que ce sont des sources qui ont été directement utilisées, mais ça montre la possibilité d'une date antérieure pour l'iconographie. Donc, les gravures que vous connaissez probablement tous de Théodore de Brie, particulièrement les voyages et aussi les merveilleux étranges rapports toutefois fidèles des commodités qui se trouvent en Virginia de 1590, l'Iconologia de Cesare Ripa de 1603, l'Imaginum Evangelica Historia, pardonnez mon latin, de Jérôme Nadal de 1793, des gravures et des œuvres allégoriques nombreuses religieuses de Martin de Vos et probablement plusieurs autres sources. Et toutes ces sources que je vous ai nommées, ce sont des livres avec des gravures qui ont été amplement édités et distribués largement, donc qui étaient accessibles à peu près partout en Europe. Donc, juste une petite comparaison. On peut voir une ressemblance dans les formes, avec les personnages et la position des mains. Le genou n'est pas tout à fait pareil, mais c'est intéressant de voir aussi que le Christ a une position semblable à la personnalisation de la France. Ici, d'autres sources possibles qui ressemblent beaucoup, spécialement pour la main levée et la posture et la jambe quand on regarde le Christ ici. Et le visage de l'Autochtone, et avec l'espèce de 3/4 un peu étrange qui est repris d'une gravure de Théodore de Brie, ou du moins qui a une parenté. Donc, je vous propose mon interprétation, que l'espace, pardonnez mes gribouillages, donc l'espace est séparé, un espace symbolique de l'Amérique, l'espace symbolique de l'océan Atlantique au milieu et non le fleuve Saint-Laurent, comme il y a certaines interprétations qui montraient le fleuve Saint-Laurent. Et l'autre côté, l'espace symbolique de la France. Le personnage de la France porte en fait, est une personnification même des armes de France, comme on peut voir ici sur le blason qui est tiré de la carte de Champlain. Le tableau qui symbolise non seulement la foi apportée par la France, mais aussi la possibilité de former une grande famille avec les Autochtones, à l'image de la Sainte Famille, et peut-être même la famille de Bruck, sait-on. Des cieux, la Trinité et la Sainte Famille étendue sanctionnent l'action. Et le personnage représentant un autochtone symbolique avec la peau fleur-de-lysée qui devient littéralement une égide, comme un symbole de protection, qui sont sous la protection de la France. Donc, c'est un peu un résumé de ce que je viens de dire. La France offre son action civilisatrice aux Autochtones de la Nouvelle-France par l'apport de colons français et la conversion à la religion catholique. La conversion au catholicisme et la sédentarisation font partie de la transformation des Autochtones en sujets français. À l'époque, le pouvoir français comptait sur l'union des Autochtones francisés et des colons pour peupler la colonie, pour ne former qu'une seule famille à l'image de la Sainte Famille et de la famille royale. La famille de Bruck montre donc par ce tableau qu'elle participe à cette noble entreprise. J'ai des pistes peut-être à explorer si on veut continuer dans la même ligne. C'est que la famille de Bruck possédait à l'époque, et possède de jour d'ailleurs le château de Bruck, de nombreux châteaux avec de nombreuses chapelles privées. Plusieurs existent encore aujourd'hui.
La famille de Bruck est liée à plusieurs églises et chapelles de la région de Nantes. Celle que vous voyez en haut ici, c'est la chapelle Sainte-Anne de Lessin ou la chapelle Lessin à Guénouvry, qui est une petite chapelle très ancienne et qui fait partie, qui est un lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Donc, aussi, la famille de Bruck a produit de nombreux religieux et religieuses, dont, peut-être que ce n'est qu'un hasard, mais 2 des filles de Jean de Bruck sont devenues des Ursulines. Et Jeanne de Bruck était la supérieure des Ursulines de Davray à Ancenis. Le couvent construit en 1642 comptait la famille de Bruck comme bienfaitrice. Il y avait aussi la construction, comprenait aussi la construction d'une chapelle. Merci beaucoup. Donc, on va rester effectivement un peu dans une forme de continuité, de propositions peut-être un petit peu iconoclastes, je l'espère pas trop, mais un petit peu à front renversé avec la datation proposée à l'instant, puisque si la date a été un petit peu reculée, moi je la verrais effectivement reculée, mais dans l'autre sens. Donc, bien, donc je commencerai par mobiliser quelques œuvres qui entretiennent avec notre tableau des rapports de proximité propres à mettre en perspective celui-ci et à continuer à l'inscrire dans l'exercice polysémique mis en œuvre par les précédents intervenants. La première, La religion instruisant un Indien, est une sculpture réalisée en 1745 par Nicolas-Sébastien Adam pour la chapelle Saint-Louis des Grands Jésuites, rue Saint-Antoine à Paris. Elle est placée à droite de l'autel dédié à Saint François-Xavier. Elle est associée à une sculpture représentant la religion foudroyant l'idolâtrie de Jean-Joseph Vinache, et elle donne à voir la conversion d'un jeune autochtone accueilli dans le sein de la religion. La seconde, une œuvre donc du frère Luc, appelée la Sainte Famille à la Huronne, que nous avons déjà vue plusieurs fois, est datée de 1671. Le récollet y représente une jeune catéchumène autochtone, introduite par saint Joseph au plus près de la Vierge et d'un Christ enfant, qui, soutenant de sa main gauche un sceptre, la bénit de sa main droite. Destinée au monastère des Ursulines de Québec, elle témoigne de l'œuvre évangélisatrice et éducative de ces religieuses en relation avec la promotion de la congrégation de la Sainte Famille. Le troisième est le tableau lauréat du concours proposé par l'Académie royale de peinture de Toulouse en 1784 sur le thème de la grandeur et importance de la révolution qui vient s'opérer dans l'Amérique septentrionale. Le prix remporté par Jean Suot, La France offrant la liberté à l'Amérique, glorifie le royaume de Louis XVI, libérant le continent de la tutelle anglaise. Le quatrième est un tableau de François Lemoine, Louis XV donnant la paix à l'Europe, peint en 1729 pour le Salon de la paix du château de Versailles et dont la publicité est assurée par la gravure réalisée l'année suivante par Laurent Carre. Le jeune souverain tend un rameau d'olivier à la paix au centre d'une composition allégorique où figure notamment la fécondité. Une cinquième œuvre achèvera ce préambule. Il s'agit de la première page du Petit Journal daté du 19 novembre 1911 et intitulée « La France va pouvoir librement apporter au Maroc la civilisation, la richesse et la paix ». La République française, rayonnante et glorieuse, est représentée avec une corde d'abondance, débarquant sur un rivage où l'attendent plusieurs personnages, tandis qu'au loin, un officier colonial la désigne à un tirailleur sénégalais au garde-à-vous. Comparaison n'est jamais raison, bien sûr, mais la démarche proposée ici peut favoriser la réflexion par un effet de distance, stimulant un regard renouvelé, d'essayer peut-être même sur une œuvre dont l'évidence prétendue, acquise par la puissante habitude de sa réception, patrimoniale comme historique, semble écarter toute discussion sur une autre signification possible du tableau. Ce à quoi la proposition forte de Pierre-Olivier Ouellette oppose avec raison la fécondité heuristique d'approche plurielle et polysémique, capable de faire jour et de faire droit à différents sens de l'œuvre, dont le degré de justesse et de pertinence est porteur d'une interprétation générale renouvelée, capable donc d'en reconfigurer le sens historique, la portée politique et la signification contemporaine. La démarche dans laquelle je m'inscris est celle donc d'abord d'un historien, dont l'intérêt se porte précisément sur l'histoire de l'œuvre, pour à la fois écarter les faux-semblants originels et identifier les moments de rupture interprétatifs. Ce travail d'identification des mises en ordre du sens de l'œuvre, au sens normatif, voire disciplinaire de l'expression, doit être nécessairement accompagné d'une démarche coutumière à l'analyse historique, de critique externe et interne, afin de décaler ce que nous voyons de ce que nous voulons comprendre peut-être trop rapidement. L'ambition de cette seconde étape est de rendre plus flottante et plus incertaine la signification traditionnelle du tableau
pour dégager un champ interprétatif neuf, hospitalier à des sens possiblement très différents de celui traditionnellement reconnu à l'œuvre. Pour emprunter une image qui ressort du monde des conservateurs et des restaurateurs d'art, il s'agit bien ici de s'attaquer aux repeints qui ont pu couvrir l'œuvre originale de significations exogènes, dont l'intérêt historique est certes entier et capital, mais qui, comme un mauvais vernis, nous ont rendu aveugles une partie de l'œuvre originelle et son sens premier. À la différence cependant des restaurateurs soumis à des alternatives matériellement assez incompatibles, retrouver le tableau originel et conserver la trace de ses réceptions historiques et esthétiques, donc son historicité, il est permis à l'historien de faire tout à la fois l'histoire de l'un et des autres, et qui, tel peut être ici un archéologue, invente l'œuvre tout en ne faisant pas disparaître totalement ce qui la recouvrait. Dans un troisième temps, enfin, je souhaite vous soumettre une hypothèse de lecture du tableau qui, à partir du motif joséphin, central dans l'œuvre, subordonne la dimension religieuse traditionnellement donnée au tableau à un sens principalement politique de celui-ci. Il faut d'abord peut-être se débarrasser du récit fictionnel de l'origine du tableau donné par les jésuites, qui, dans leur journal de l'année 1666, notent, comme vous le savez tous désormais, comment le 20 juin, les Hurons nous font 5 pressants pour contribuer quelque chose à la bâtisse de notre Église, entre autres un pour un tableau qui marque comment ils ont embrassé la foi. Plusieurs épisodes des relations et du journal nous incitent à avoir un regard prudent sur de telles affirmations, et l'historien peut en effet surprendre très souvent les pères de la compagnie en des interprétations qu'il convient absolument de revoir, comme a pu le rappeler Michel Morin, un collègue de droit de l'université de Québec à Montréal, ou des jésuites, particulièrement silencieux, quand quelques faits viennent bien évidemment traverser l'interprétation laudative qu'ils veulent donner de leur action dans le monde. Cette phrase pourrait en effet servir, à défaut de trouver dans le tableau un référentiel typiquement jésuite, une manière d'accommoder un tableau inévitable à un sens avec lequel ils peuvent effectivement s'entendre. Cette possibilité heuristique de dénouer dès l'origine l'inextricable lien établi prétendument depuis le XVIIe siècle entre ce tableau et un sens religieux n'est pas une proposition iconoclaste d'un historien du XXIe siècle, et cette indéfinition ou cette indétermination de la signification de l'œuvre, volontairement substituée à celle reçue par l'autorité, permet de rappeler comment, à l'égal de toute tradition, celle qui nous donne à reconnaître dans cette œuvre un tableau religieux est, je cite, « une tradition inventée, au sens où peuvent l'entendre Eric Hobsbawm et Terence Ranger ». Cette suspension d'un sens a priori est la condition alors pour réfléchir l'historicité de ces traditions interprétatives, comme pour ouvrir une voie braconnière dans l'ordre du discours autorisé. Il est important en effet de rappeler, comme l'avait noté en 1983 François Guénion, que Louis-Joseph Desjardins avait déjà interprété vers 1840 notre tableau, je cite, comme une scène de prise de possession des terres nouvelles par la France, en voyant, je cite encore, probablement dans le geste de l'Indien, un geste d'hommage à sa nouvelle souveraine. Une lecture comme recouverte à partir des années 1870 par le sens religieux qu'on lui reconnaît aujourd'hui et dont le titre Isuel rend compte. Instruite par une historiographie catholique militante, cette révision interprétative du tableau devait en faire, à partir de la signification quasi-canonique donnée par Gérard Morisset dans les années 30, le témoignage exemplaire de la vertueuse entreprise évangélisatrice de la Nouvelle-France, à l'attention des populations autochtones, comme de l'établissement des racines catholiques du pays. Plusieurs éléments viennent cependant inquiéter ces certitudes. S'il n'est pas singulier à notre tableau, le manque d'informations quant à son auteur, son commanditaire et sa datation ouvre un champ des possibles qui enrichit sa signification et qui peut se nourrir d'abord des difficultés à attribuer, comme cela avait pu être fait, cette œuvre dite jésuite au peintre récollet Claude-François dit le frère Luc. En dépit de la matière religieuse dont il est rempli, rattacher le tableau à des genres picturaux religieux est par ailleurs tout aussi malaisé, quand la forte discipline picturale instruite par le réformisme tridentin nous a habitués à des significations relativement claires et simples et à la réception des œuvres religieuses à travers des grilles de lecture assez normatives, rattachant telle ou telle réalisation à tel ou à tel cycle ou à tel thème religieux clairement identifié. Autrement dit, l'originalité de ce tableau, qui n'est pas l'exaltation d'un saint convertisseur, ni une allégorie de la lutte contre le paganisme, ni la figuration d'un miracle, ni un épisode de l'histoire sacrée, autrement dit, cette originalité dénote. À partir de ce flottement inhabituel d'un sens interprétatif, favorisé donc par la critique externe de l'œuvre, une lecture un peu plus suspicieuse peut s'attacher à pointer quelques éléments déroutants également. Qu'est-ce que peut être tout d'abord une œuvre de catéchèse et évangélisatrice des sauvages, païens,
sans l'évocation des ordres missionnaires qui en sont les artisans. Qu'est-ce qu'une célébration de l'œuvre de conversion dans un tableau où l'Amérindien ne porte sur lui ni scapulaire, ni chapelet, ni médaille de catéchumène? Qu'est-ce qu'une œuvre d'édification des pauvres sauvages d'Amérique quand les deux églises ne donnent à voir que 12 ouvertures noires et aveugles? Que peut-elle dire de religieux quand précisément c'est d'un manteau fleur-de-lysée que la nudité de l'Indien donc est recouverte? Nulle vierge ici au grand manteau, nul saint d'Abraham non plus, pour accueillir cette âme éclairée par la parole révélée de la vraie foi. Personne n'est ici, on l'a noté, pour la transmettre. Mais cette absence si évidente donne alors toute son importance à la double présence de ces fleurs de lys sur le manteau de l'Amérindien et sur celui majestueusement porté par la figure féminine qui se tient debout face à lui. Des fleurs de lys dont l'effet de présence se prolonge grâce à la main gauche levée de cette dernière, avec celle de sa couronne et celle encore du pavillon du bateau, placé en pendant des deux églises. Avec ce personnage, c'est un autre travail d'identification qu'il faut procéder, tant ces deux figures, là encore, sont peu évidentes dans leur signification. L'Amérindien est tenu pour un Huron depuis la référence du journal des Jésuites en 1666. Certes, mais la faible caractérisation du personnage peut suggérer qu'il s'agit tout aussi bien également d'un Iroquois, si l'on se rappelle combien ces années 1665-1667 sont cruciales dans l'établissement d'un premier véritable traité de paix entre la France et plusieurs nations iroquoises, quand l'actualité de la Huronie est des plus ténues, au regard justement de la promotion des missions iroquoises. Quant à la figure féminine, elle ne ressort également d'aucune identité évidente, et l'ingéniosité déployée pour y reconnaître les traits de telle ou telle reine, Anne d'Autriche ou Marie-Thérèse, se heurte alors à un obstacle infranchissable, et j'insiste sur ce terme, qui est la présence sur sa poitrine du collier des ordres du roi, empêchant absolument d'y reconnaître une reine, comme l'a montré la thèse de Benoît Fugue d'Auvergne en 2019. La considérer comme une allégorie du royaume ou de la France n'est pas plus certain tant la présence de ce collier la singularise à côté de figures habituellement employées pour représenter l'un ou l'autre, comme le montrent plusieurs représentations contemporaines dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc, je passe rapidement. Cet écart figuratif oblige à la traiter comme une singularité que l'on ne peut comprendre que comme la souveraineté française, en restituant au réseau constitué par les fleurs de lys du manteau doublé d'hermine et de son agrafe du sacre, la couronne fermée sommée d'un lys et le collier des ordres du roi, sa puissance évocatrice de la majesté royale française. Un autre redoublement de présence est déployé dans ce tableau. Favorisé par la médiation de cette allégorie debout et à la main gauche levée vers le ciel, un lien évident est instruit entre la scène célestielle et le sujet peint dans le tableau qu'il tient devant l'Amérindien. Tableau qui vient par ailleurs établir un lien horizontal entre elle et lui, achevant dès lors de structurer la forte composition de l'œuvre avec cette nouvelle symétrie venant compléter celle associant les deux églises et les navires. Dans les cieux, séparés du reste de la scène par une nuée, la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en position centrale et dominante, est entourée par la Vierge et Sainte Anne d'un côté, par Saint Joseph et Saint Joachim de l'autre, selon une disposition qui emprunte une partie de ses formes au registre des saintes conversations. Dans le tableau marqué par une plus grande animation des figures, puisqu'elles prennent place dans le monde, Jésus imberbe ici, et représenté plus juvénile, occupe la position centrale, siégeant sur une espèce de trône que surmonte la colombe, figurant le Saint-Esprit, elle-même placée en dessous d'un astre rayonnant, au centre duquel, penchée sur la scène de l'incarnation, se trouve la troisième hypostase, bénissant d'une main la scène et tenant de l'autre un globe, accompagné dans sa nuée par plusieurs têtes d'anges. Le Christ a à sa droite Marie et Anne, et à sa gauche Joseph et Joachim. Là aussi, le choix iconographique étonne, puisque la représentation n'est ni une sainte famille, ni une sainte parenté. Ce qu'elle met alors en évidence est la singularité de Joseph, qui entretient avec la paternité une relation intéressante pour l'hypothèse que je défends ici d'un tableau politique, ou à tout le moins diplomatique. Représenté auprès de Joachim et non avec son père, Joseph est un gendre, un beau-fils, mais aussi un père sans fils charnel, puisqu'il est le frère putatif de Jésus. Cette double relation à la filiation, si elle est connue dans son rapport au Christ, est au cœur de celle qu'il entretient lui-même à ses pairs, puisqu'à suivre Matthieu et Luc, et l'interprétation donnée par certains théologiens, à l'ascendance différente que les deux évangélistes donnent, Joseph est à la fois le fils d'Élie, mais il est aussi celui de Jacob, Jacob qui l'a engendré. Élie étant en effet mort sans enfant, sa veuve s'est mariée au demi-frère de son de son mari, Jacob, dont elle eut Joseph, lequel, selon les traditions juives,
est donc légalement aussi le fils d'Élie, tout en étant le fils naturel de Jacob. Plus essentiel ici est bien évidemment la double filiation de Jésus, qui permet de distinguer une paternité biologique, la naturalité de la descendance, et une paternité putative, la légalité de la descendance. Étymologiquement, la signification du prénom de Joseph est « il ajoutera ». Et cette qualité le place au centre des enjeux politico-symboliques de l'impérialité française au Canada, quant à la nature des liens entretenus avec le roi de France et ses sujets du Canada, dont, rappelons-le, Saint Joseph est le patron depuis 1624. J'avance un petit peu. Avec les travaux de Peter Koch, Denis Delage, Michel Morin, Maxime Goyer et Gilles Havard, pour ne citer que ces 5 collègues, nous savons combien les métaphores familiales et la diplomatie des parentés sont constitutifs des liens politiques établis entre les Français et les nations amérindiennes. Faisant fond sur une anthropologie autochtone du politique, comme sur l'idéologie de la royauté française, à travers son imaginaire paternel, découlant des traditions classiques équivalent le gouvernement monarchique de la République et l'autorité du père au sein de l'espace domestique, un rapport que Louis XVI encore rappellera en juin 1791, au moment de sa fuite stoppée à Varennes, mobilise donc un double référentiel familial. Les Français surent trouver dans le langage de la parenté les ressources d'une rhétorique politique efficace à destination des sujets distanciés du roi comme à l'intention de ces nouveaux sujets américains. S'il n'est pas possible ici de présenter combien cet usage est probablement inspiré aux Français par les Amérindiens, et parmi eux les Iroquois d'une manière assez déterminante, il est essentiel cependant de rappeler que ces métaphores, partagées entre Français et Amérindiens, pouvaient recouvrir des sens passablement différents, entretenant entre les figures du père, de l'oncle, du fils et des neveux, un large spectre de sens, permettant à ces acteurs de pouvoir se saisir au mieux de leur intérêt respectif de ce langage commun, même s'il semble que les Français comprirent assez vite les différentes déclinaisons anthropologiques de la parenté autochtone et les dissonances possibles entre elles et les significations politiques attachées aux leurs. C'est donc un usage partagé, politique et diplomatique, qui est fait de la filiation, confondant dans la même logique intégratrice la parenté charnelle, la parenté spirituelle et l'adrogatio au sein d'un subtil et efficace complexe permettant aux uns d'imaginer une affiliation des autochtones à la souveraineté française et aux autres d'en attendre les bénéfices sans rien concéder de leur souveraineté. C'est bien cette métaphore de l'adoption holistique qu'emploie, par exemple, le chef algonquin, Louis Attimon, dans une lettre adressée à Louis XV en 1724, afin d'obtenir sa protection. Je souligne, notre père, c'est Louis Attimon, fils aîné de tes enfants les sauvages, c'est ton filleul qui te salue en son nom et en celui de tous les Algonquins et Mipising, lesquels tu l'as fait chef. Mais pour être plus près de la chronologie généralement avancée, c'est la harangue d'un vieux capitaine Huron, adressée au gouverneur général français en 1669, qu'il faut mobiliser avant de conclure sur l'hypothèse interprétative que je souhaite soumettre à la discussion. Onontio, ô que tu as une grande famille, ah combien d'enfants que tu t'es acquis. Les femmes les plus fécondes n'en ont que 2 à la fois, mais tu en as produit dans l'espace de ces peu d'années que tu es venu ici une multitude innombrable. Tu en as de tous côtés, à l'Orient et à l'Occident, au Midi et au Septentrion. Les Algonquins sont tes enfants, les Montagnais, les Outaouaks, les Hurons et les Iroquois. Quel est le père qui ne t'ait jamais égalé en multitude d'enfants? Oui, tu es véritablement notre père, puisque tu en fais si dignement l'office, tantôt reprenant les uns et tantôt punissant les autres, menaçant celui-ci, exhortant celui-là à vivre en paix avec ses frères. Revenons un instant au tableau. Tous ces détails ont été scrutés avec attention en mobilisant des trésors d'intelligence et une érudition à laquelle seul résiste peut-être encore le sens des armes de la poupe du navire, malgré leur identification par Robert Pichette en 1977 et avec celle qui a été proposée par effectivement Marie-Lou Paget à l'instant. Je pense en effet qu'un travail plus approfondi sur les liens entre cette famille, les De Bruck, et celle des Careil, dont les terres ont été érigées en vicomté en 1659 et à laquelle appartient la figure importante pour notre sujet, le père Étienne de Careil, qui est arrivé à Québec en 1666 et qui est le premier à dédier la chapelle Saint-Joseph en Iroquoisie en novembre 68. Donc on est véritablement dans une actualité qui nous intéresse au plus près, peut encore livrer certaines informations, même si malheureusement le chartier des De Bruck a disparu en très grande partie, qui nous pose effectivement beaucoup de problèmes en termes de documentation purement archivistique.
Mais ce n'est pas effectivement ce détail des armoiries qui m'intéresse. Un autre détail, en effet, retient mon attention. À l'éloquence de la main gauche de l'Amérindien posée sur sa poitrine, afin de se désigner et de mettre en œuvre ce fameux registre émotionnel qui a été évoqué par Damien Bril, à l'éloquence donc de la main gauche de l'Amérindien posée sur sa poitrine, afin de se désigner, répond le geste énigmatique de sa main droite, dont les doigts semblent indiquer un geste de saisie. Mais l'Amérindien ne tient rien entre ses mains. Peut-être le peintre a-t-il voulu suggérer qu'il ne tient plus quelque chose, mais non la drasse est conservée par le vide figuré entre ses doigts. Dans ce tableau politique, il y a bien quelque chose qui manque. Nous avons les fleurs de lys, nous avons la couronne fermée, nous avons le manteau royal du sacre. Tout cela appelle un quatrième objet que l'on ne voit pas, alors qu'on devine qu'il pourrait être tenu par l'Amérindien. L'habileté du peintre nous donnerait à voir non pas tant le sceptre que l'on devine si intensément dans le fantôme de sa présence disparue, mais bien le geste de son dessaisissement. Un dessaisissement de souveraineté pour entrer peut-être dans l'ordre vasalique qui, s'il est une chaîne de devoirs et d'obligations réciproques, est d'abord un lien d'autorité, lui-même soumis à l'impératif de l'ordre souverain qui le dépasse et le recouvre de son absolu imperium, depuis l'affirmation au début du XVIe siècle de cette fameuse majesté royale dans le discours et l'idéologie de la monarchie française. S'il s'agit bien d'un tableau religieux, son sujet n'est pas religieux. Ou plutôt, la religion est ici le langage d'une relation qui est politique. Elle ne constitue pas la religion le sujet de la représentation, mais elle est le médium qu'emprunte le chemin du politique pour donner à voir cette double relation de filiation qu'entretient le roi de France avec ses sujets partis en Amérique et avec ceux trouvés sur ce continent. Grâce à la qualité médiatique de Joseph, une articulation peut être imaginée entre les fils naturels du roi de France et ceux qui, par adoption, ou plutôt donc adrogation, entrent dans la vaste famille du souverain, père de ses sujets. Fidèles encore aux principes de l'Alliance, qui ont présidé à l'expansion française en Amérique, depuis celle contractée par le Normand Bigot Paulmier, sieur de Gonneville et les Amérindiens du Brésil en 1504, le tableau donne à voir le déploiement d'une impérialité française qui n'est pas encore un impérialisme. À rebours des logiques et des formes prédatrices que peut prendre ce dernier, c'est à travers le langage de l'hospitalité à l'autre et de la charité chrétienne que s'exprime l'ambition cependant de la prééminence. Car de suprématie, il faut bien parler, car la famille d'Ancien Régime n'est pas une chose publique. Elle sous-tend une économie politique qui est d'abord une politique du chef de famille. Menons mon hypothèse jusqu'à son terme. Si la religion n'est que le langage, qu'est-ce que celui-ci énonce, sinon la crudité d'une mainmise de la France sur un peuple assujetti? Je vous remercie. Merci aux organisateurs. Merci Pierre-Olivier pour cette superbe invitation, au comité scientifique aussi. Aux étudiants ce matin, c'était vraiment un plaisir de vous entendre. Merci à tous mes collègues. Donc, j'ai le plaisir de terminer ce beau colloque. C'est un plaisir parce que je reçois toutes les idées comme ça et puis je vais pouvoir les mettre en place. Donc, plutôt que faire un retour en arrière, comme plusieurs ont fait dans le temps pour retracer l'influence de cette œuvre, j'ai plutôt essayé de faire une projection hypothétique dans le futur, au risque de paraître anachronique, mais je voulais tenter d'imaginer un peu la réaction des autorités Wendat qui auraient pu voir cette œuvre, même si c'est très peu possible, mais aussi donc de toutes les iconographies coloniales qui ont suivi dans le même esprit. Donc, mon collègue Pierre-Olivier Loilette a souligné dans son article de 2020 que l'œuvre illustre le principe diplomatique autochtone du don et du contre-don qui venait sceller et officialiser les ententes d'engagement réciproques. Bien que la commande de l'œuvre par les dignitaires Wendat visait à l'époque à témoigner de leur reconnaissance à l'égard de la France pour sa protection et sa contribution dite civilisatrice après le démantèlement du Wendake des Grands Lacs et le déplacement des rescapés dans la mission de Québec, la culture française catholique est toutefois présentée comme un don exclusif et unidirectionnel, témoignant de sa supériorité, alors que, comme on sait, les communautés autochtones ont plus d'une fois guidé, nourri, soigné, sauvé les Européens. La figure anonyme
autochtone est aussi moi j'allais dire agenouillée, mais Didier Prioul ce matin nous a expliqué que c'était plutôt une génuflexion. Donc génuflexion, donc en signe d'engagement par rapport à la monarchie, en signe aussi de reconnaissance et de fidélité. Donc, sa nudité, interprétée à l'époque comme un signe de dénuement absolu, on représente souvent les Autochtones nus, elle est enveloppée dans une cape fleur-de-lysée protectrice, tandis que le processus d'acculturation est souligné par la blancheur de sa peau. Comme l'ont souligné Denis Delage et Jean-Philippe Warren, en niant de voir quoi que ce soit aux Amérindiens, les Euro-Canadiens non seulement s'attribueront le beau rôle dans l'histoire coloniale, mais aussi penseront du même coup se trouver quittes envers les premiers occupants du continent. Fin de la citation. Les auteurs ont aussi rappelé que du côté autochtone, la pratique du don et du contre-don maintenait la solidarité entre les membres et consolidait le contrat social. Si le don confère au pouvoir à ceux qu'il dispense, le contre-don assure un rééquilibrage de ce pouvoir et une redistribution équitable des ressources. Je cite encore mes collègues, « Recevoir, c'est contracter une dette qui, à son tour, devra être honorée selon un cycle qui ne connaît pas de fin. Dans ce type de société, le flux est donc continuel entre les biens, les personnes et les symboles. » Dans ce contexte, la réciprocité essentielle des rapports sociaux signifiait une solidarité générale, les Amérindiens entendant le cycle du crédit comme faisant partie d'un vaste réseau d'interactions. Fin de la citation. En outre, tout bien matériel devait être accumulé et consommé avec modération, selon les besoins immédiats et partagés entre les groupes. Les surplus apparaissaient comme une menace à l'ordre de la communauté, car toujours susceptibles d'être manipulés et abusés, il fallait savoir les sacrifier. Cette pratique s'opposait au système économique européen qui vise, comme on sait, une accumulation de richesses sur une base individuelle et concurrentielle et qui engendre des inégalités. L'exploitation immodérée des ressources et le principe de l'offre et de la demande a d'ailleurs tôt fait d'ébranler les rapports de pouvoir et d'enfermer les Autochtones dans un cercle vicieux de la dépendance et de l'appauvrissement. Au cours des décennies, les relations entre les dignitaires autochtones et européens ont connu des mutations qui se sont soldées par un constant déséquilibre des forces. Alors que sous le régime français, les Wendat étaient considérés comme des sujets du roi soumis à une relation de type parent-enfant, on l'a vu ce matin, au 18e siècle, le régime anglais et le traité de Murray instaurent une relation de nation à nation, du moins en principe. En échange de la fidélité des Wendat et de leur participation au conflit impliquant les Britanniques, 1774-1812, la couronne leur assure protection et pourvoyance, une entente que concrétisent les présents du roi, comme les médailles que porte à son cou le grand chef Nicolas Vincent, lors de sa visite à Londres au roi George IV en 1825. 50 ans plus tard, au moment du transfert de la responsabilité des affaires indiennes au gouvernement canadien et de l'émission de la loi sur les Indiens, donc en 1876, le neveu de Nicolas Vincent, l'artiste Zachary Vincent, qui accédera aussi à la chefferie, multiplie les autoportraits et les stratégies rhétoriques afin de répondre aux motifs de subordination véhiculés par l'iconographie coloniale et de défendre la souveraineté de sa communauté. Il prend alors le parti de remplacer la dynamique de requête par celle d'une affirmation, en rappelant le statut que les chefs Wendat partagent avec les souverains britanniques, comme en témoigne sa pose en majesté, et le couvre-chef qu'il a lui-même réalisé grâce à ses talents d'orfèvre en s'inspirant de l'emblème du prince de Galles. En cela, Vincent signale alors qu'il se considère lui-même comme l'égal d'Édouard VII, fils de Victoria, aspirant à la couronne, mais aussi réputé pour ses talents d'artiste. Édouard VII était aussi un artiste. Donc, Vincent se prend pour un équivalent d'Édouard VII, rien de moins. Vincent arbore aussi des ornements d'argent inspirés des costumes militaires britanniques, une médaille de traite à l'effigie de la reine Victoria et une ceinture de wampum portée en bandoulière. Cet attribut iroquoien qui a comme fonction de sceller les alliances et d'assurer la stabilité politique vient doubler la parole, la harangue des dignitaires, afin de témoigner, de ritualiser et de pérenniser les ententes. Alors que le tissage des perles symbolise les valeurs de paix, d'équité, de justice,
de même que la force que constitue l'unification des parties. La forme allongée et composée de coquillages rappelle le réseau hydrographique à travers lequel les groupes entrent en communication afin d'engager des ententes. Le terme Mohawk Kaironi, qui servait à le désigner, se traduit d'ailleurs par rivière faite à la main. Malgré la richesse symbolique de l'objet qui témoigne de l'imbrication intime du langage et du territoire, les Européens ont eu du mal à comprendre son statut diplomatique et mémoriel, lui attribuant plutôt une valeur d'échange ou l'associant à une devise, au même titre que les fourrures. Il est symptomatique à ce titre de comparer le geste d'admoniteur d'Anne d'Autriche, indiquant au Wendat la manière dont la peinture permet de réunir les univers temporels et spirituels et de participer au processus de conversion, et le geste de Nicolas Vincent, expliquant à Georges IV la symbolique du wampum en lui rappelant son engagement à protéger les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent. D'un côté, une intention d'enseignement, de l'autre, un dialogue et un rappel d'entente. Si dans les deux cas, la figure ne s'adresse pas directement au spectateur, mais à un vis-à-vis qu'il doit convaincre du bien fondé de la collaboration pour le bien commun, le public est invité de manière sous-entendue à approuver l'entente. L'œuvre du XVIIe siècle et les autoreprésentations picturales et photographiques de Zacharie Vincent partagent également un motif commun, celui de la mise en abîme. Alors que dans la première, la rhétorique du tableau dans le tableau vient légitimer le pouvoir omnipotent de l'État français et sa présence sur le territoire américain, la pose de Vincent devant son autoportrait, qui le représente à son tour en pleine action d'autocréation, témoigne non seulement de sa capacité à se définir lui-même, mais aussi de sa résilience, de sa parfaite autonomie, de sa possibilité de renaître par ses propres moyens. Les œuvres instaurent du même coup un face-à-face et un dialogue avec le public, un rappel des échanges interculturels et de l'importance de maintenir une collaboration et une cohabitation harmonieuse. Si Vincent ne s'est probablement pas adressé directement à l'œuvre commandée à ses ancêtres, parce que, on n'y avait pas accès, les rhétoriques qu'il a mises en place à partir des codes de la diplomatie Wendat permettent de pointer les effets pervers du système européen et les valeurs qu'il charrie. Le triple jeu du tableau dans le tableau vient en fait inverser le regard colonial et par le fait même l'interface de rencontre, afin de mettre en valeur l'artiste autochtone qui passe du statut d'objet et de sujet du roi à celui d'individu autonome, actif et créatif. Mais la mise en abîme souligne aussi paradoxalement la crainte de la communauté Wendat de disparaître en cette période charnière où le pouvoir colonial impose définitivement ses politiques d'assimilation. La population de la Jeune Lorette du village Huron compte à peine, à l'époque, 500 habitants. Ainsi, la mise en abîme évoque une condition et son contraire. D'une part, elle affirme le pouvoir du sujet, comme l'a souligné Louis Marin dans Le Portrait du roi, la représentation du pouvoir et le pouvoir de la représentation. D'autre part, elle évoque sa banalisation progressive, sa réduction à un stéréotype, à une image unique, unidimensionnelle, simplificatrice et répétée à l'infini, comme l'a représenté Krigoff, qui connaissait pourtant bien Vincent pour l'avoir engagé comme guide, et il lui a donné aussi des leçons de peinture. Donc, chez Krigoff, on le sait, le Huron est représenté essentiellement comme un chasseur, la femme comme une vendeuse itinérante de paniers, donc des modèles de nomadisme. D'autre part, la mise en abîme évoque oui, je viens de le dire. Vincent pointe donc ici indirectement ce processus en dévoilant ses multiples facettes de son identité, son statut de chef traditionnaliste, mais aussi de guide éclaireur, de diplomate, peintre, orfèvre, etc. Son nom, Wendat Telairolin, traduit d'ailleurs l'idée d'une entité entière, mais complexe, dont les composantes sont unies harmonieusement. Comme l'a souligné le professeur et artiste métis David Garneau, le réflexe de présenter une identité fluide et multiple permet à ceux qui se sentent sans cesse surveillés ou ignorés par la présence coloniale de résister aux stéréotypes, mais aussi aux politiques systémiques d'iniquité afin de retrouver une autonomie.
Enfin, l'image photographique évoque les transformations du statut de Vincent qui s'est dégagé progressivement de son rôle de chef, de digne représentant des intérêts de sa communauté, pour revêtir celui de l'artiste bohème, du créateur moderne détaché des normes, des conventions, des hiérarchies. Cette persona annonce alors à la population coloniale que sa démarche surpasse tous les enseignements qu'elle prétend lui avoir prodigués. Car Vincent a pris soin d'absorber les codes picturaux transmis par ses maîtres, Plamondon, Hamel, Krigoff, pour mieux les réinterpréter à partir de sa propre culture et de procéder à un rééquilibrage des forces. Le thème « restoring », utilisé par l'auteur cherokee Jeff Corntassel, décrit bien ici l'acte de réparation qu'offre le récit, la micro-histoire de Vincent, mais aussi son inscription dans le régime d'historicité Wendat fondé sur les actions significatives des individus plutôt que sur une simple chronologie d'événements. Que Vincent ait pris connaissance ou non de l'œuvre commandée par ses ancêtres au XVIIe siècle, les images qu'il a léguées ont permis de poursuivre le dialogue avec les instances de pouvoir afin de révéler les espaces de contact, mais aussi les tentatives répétées d'entente et la contribution essentielle des Premières Nations aux campagnes commerciales et de peuplement. Des actions que les nations dites fondatrices se sont appliquées à exclure du narratif historique. Cette omission est soulignée en 2009 par Nadia Mir dans son œuvre monumentale « Dans l'attente ». Installée à l'entrée de l'autoroute Bonaventure, les silhouettes métalliques d'animaux ou d'objets réfèrent aux pictogrammes que les chefs avaient apposés sur le traité de la Grande Paix de Montréal en 1701. Présentée généralement comme un événement diplomatique exemplaire ayant réuni 39 nations autochtones, la Grande Paix a été orchestrée, en fait, dans le contexte de l'essor des nouvelles politiques impérialistes françaises sous Louis XIV, dans le but d'éliminer l'influence commerciale anglaise. Comme l'a rappelé Gilles Havard, s'ils souhaitaient ardemment la paix, les gouverneurs Frontenac, Callière entendaient pourtant dicter aux 5 nations les conditions de la négociation. Il s'agissait en premier lieu de conclure un traité avec l'ensemble des confédérations iroquoises et, qui plus est, indépendamment des Anglais. Fin de la citation. Au cours des rencontres, les principes de diplomatie française et autochtone entrent de nouveau en conflit. Pour les Autochtones, les ententes doivent être complétées par l'échange de captifs des prisonniers de guerre qui permettait de rééquilibrer la démographie des bourgades suite à un conflit. Ce symbole puissant est alors interprété comme le don d'une vie. Si dans le cadre de ses discours, le gouverneur Callière fait appel à certaines rhétoriques utilisées par les Autochtones, comme l'arbre de paix, par exemple, il réitère toutefois la métaphore monarchique du père satisfait de voir ses enfants réunis. Il est connu aussi que le grand chef Wendat Kondiaronk a joué un rôle fondamental dans les négociations, malgré la maladie qu'il a emportée quelques jours après son arrivée. Par malchance, le rassemblement des 1300 dignitaires a provoqué une épidémie qui a décimé plusieurs d'entre eux. Lors de la signature du traité, le pictogramme d'animaux, figures ou objets apposés par les dignitaires autochtones sur le papier ne revêtent pas non plus le même statut d'engagement que les paroles et les wampum. Alors que pour eux, l'entente implique un compromis équitable, de même qu'une responsabilité mutuelle, pour les dignitaires français, la paix sera respectée jusqu'à ce qu'ils accumulent suffisamment de pouvoir pour contourner la nécessité de négocier. D'ailleurs, le traité permettra la libre circulation et installation dans la vallée du Saint-Laurent des colons français, qui n'auront plus à craindre de la menace iroquoise. Dans ce contexte, la Grande Paix s'est avérée l'apogée d'un colonialisme fondé sur des stratégies politiques et économiques en faveur de l'essor démographique euro-américain. Ainsi se révèle le sens du titre de l'œuvre de Mir. La véritable paix qui se fait encore attendre appelle la responsabilité des dirigeants à un nouveau protocole d'entente. Après les retombées irrésolues de la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975, de la paix des Braves en 2002 et du bilan mitigé du plan Nord. Aujourd'hui, les héritiers et les héritières de Zacharie Vincent doivent constamment rappeler l'empreinte profonde de leur présence sur le territoire en tentant de naviguer entre 2 systèmes, 2 cultures, voire même 3, sans parvenir à maîtriser totalement les codes et à déjouer les pièges des dirigeants. Comme l'a souligné David Garneau encore, il est extrêmement difficile d'être habile et fonctionnel au sein de 2 systèmes. Cela semble consister en un choix, alors qu'il s'agit plutôt d'un compromis fait au projet assimilationniste.
Certains artistes réussissent avec brio à créer un espace liminal, à cheval entre les deux cultures, dans lequel ils se réinventent. Et je donnerai le dernier mot à Dewanda. Donc, je vais citer l'extrait d'un poème de Jean Sioui, un des chefs de la culture à Wendake. Face à toi, mon corps rouge devient figure de demeure et t'ouvre les bras. Entre toi et moi, tout est non dit. Son fils, Daniel Sioui, qui est directeur de la librairie Ananorak et de la maison d'édition du même nom à Wendake, vient de publier son premier texte pamphlétaire et ironique, Indien stoïque, avec une œuvre de Ken Monkman. Son but était d'exprimer sa colère et celle de la population coloniale a toujours refusé aux Autochtones. Donc, je le cite et je termine avec ça. Si nous le désirons vraiment, la période que nous vivons pourra être notre fameux âge d'or. Nous commençons à comprendre la façon de jouer des Blancs et nous savons que nous pouvons les battre à leur propre jeu. Merci. Moi, personnellement, j'ai l'impression que l'objectif a été accompli pour ce colloque et à travers donc toutes ces présentations également, donc à travers les questions qui ont été posées, j'ai l'impression effectivement que l'œuvre se retrouve. Donc aujourd'hui, beaucoup plus analysée, beaucoup mieux à la fois comprise, mais encore une fois comprise à travers encore une série de questions. Donc, qui sont ouvertes et qui font en sorte que, voilà, de toute évidence, l'œuvre n'est pas, voilà, donc, va être nécessairement amené à encore, pendant les années à venir, à trouver de nouvelles lectures. Ceci dit, je suis très heureux là, des travaux qui ont été accomplis et qui rendent compte finalement de ces possibilités là, de lecture, que ce soit justement de la part de collègues en France, en Hongrie, ici au Québec, ailleurs au Canada. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire et sincèrement, donc quand j'avais imaginé ce colloque, donc avec Marianne qui voilà, me demandait au mois de mars quels étaient mes projets, puis je lui disais, ah ben, j'ai toujours rêvé de faire un colloque sur la France apportant la foi. Et 6-7 mois plus tard, ben voilà, on est ici, on a fait l'exercice. Et bon, je ne cacherai pas que ça a été un petit peu la course à bien des égards. Et sincèrement, donc avec tout le travail qui est accompli, Marianne, Dominique, je vous remercie encore tout chaleureusement pour votre aide et votre appui pour la tenue de cet événement. Également, merci à tous d'y avoir participé. Et voilà, je m'arrête ici. Merci. À vous. C'est tout. Ah, ben Dominique, certainement. Dominique peut prendre la parole à tout moment. Voilà, il y a carte blanche. Je serai bref. Merci. En fait, moi, j'aimerais me remercier de Marianne et Pierre-Olivier ensemble de m'avoir accepté dans le groupe à une étape, donc pas à la première étape, mais une étape subséquente. Je voyais toute l'importance que cet événement soit rattaché au laboratoire numérique des études en histoire de l'art du Québec et au CRILC. Et là, je pense que le pari est 1000 fois récompensé. En t'écoutant, là, Pierre-Olivier, je me rappelle aussi que ceci est un magnifique sujet en études québécoises, un magnifique sujet en études canadiennes. Et voici pourquoi. Je pense à Northrop Frye qui avait posé cette question, « Where is here ?» Et le « Where is here » de nos études est magnifiquement éclairé, il me semble, par cette toile. Et quand moi, je rentrerai la prochaine fois que j'aurai la chance d'enseigner, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou l'année d'après ou dans 3 ans, ce cours, je sais que j'arriverai avec ces questions qui ont été dégagées ces 2 derniers jours. Et c'est pour, et là je rebondis sur la présentation de Amy, c'est pour aller en classe et dire, devenir historien de l'art du Québec, du Canada, dans ce « Where is here », c'est poser des questions comme celle-ci. Parce que nous avons de ces mystères, d'abord, mais qui sont riches par ce qui sont mystérieux, par ce qui nous oblige à réfléchir sur le passé et sur les continuités et sur ces interlocutions, ces articulations entre cultures aussi. Alors,
Un grand merci à vous deux d'avoir lancé et encore une fois à l'équipe d'origine dans le cours de premier cycle, parce que c'est ça qui est devant nous aujourd'hui. Et je pense que cet événement va vraiment marquer les études en histoire de l'art du Québec, Canada, les études québécoises et canadiennes aussi. Alors, félicitations.